Depuis l'Assemblée et sur ce plateau, un face-à-face. Julien Dive, vous êtes député Les Républicains de l'Aisne. Bonjour. Face à vous, Céline Calvez, vous êtes députée La République En Marche des Hauts-de-Seine. Bienvenue à vous. Alors que faut-il retenir de cette séance de questions au gouvernement avant d'en débattre avec nos invités sur ce plateau? Sollicitons un regard avisé, celui de Daniel Sportiello. Oui, Marion, qui aurait pu imaginer que Jean-Luc Mélenchon aurait droit à une ovation debout de l'Assemblée nationale tout entière? Eh bien, c'est arrivé cet après-midi, quand Jean-Luc Mélenchon a pris la parole d'un ton très grave pour dire que rien ni aucune menace ne fera reculer aucun d'entre nous. Jean-Luc Mélenchon, tout comme le ministre Christophe Castaner, sont cités parmi les cibles d'un projet d'attentat de l'ultra-droite. Tous deux ont déclaré ne pas avoir été prévenus de ce projet d'attentat. Un moment rare donc, d'autant qu'avant que Jean-Luc Mélenchon ne prenne la parole, on entendait encore, venu des rangs de l'opposition, à bas la cravate. Des choses qui se sont répétées à maintes reprises. Quand Agnès Buzyn prend la parole, ministre de la Solidarité et de la Santé, on entend toujours immanquablement et des impôts. Et quand c'est Jacques Mézard qui répond à une question sur la baisse des APL, on entend dans l'hémicycle, venu des rangs de la droite, vous allez tuer le bâtiment. Voilà pour les petits moments saisis au cours de cette séance de questions d'actualité cet après-midi, Marion. Merci à vous, Daniel, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle séance de questions au gouvernement à vos côtés. Tout de suite, le débat en plateau avec vous, Céline Calvez, Julien Dive. Vous l'avez entendu, visé par un projet d'attentat, Jean-Luc Mélenchon regrette de ne pas avoir été informé par les autorités de ce projet d'attentat dont il a été la cible, un projet mené par un groupuscule d'extrême droite, alors que l'arrestation de ce groupe est intervenue au mois de juin. Il a fait part au gouvernement de cette demande d'être informé. Écoutez la réponse du Premier ministre Édouard Philippe. Je comprends parfaitement votre demande, Monsieur le Président. Elle est formulée en termes totalement dénués de polémique, ce dont je vous remercie sur ce sujet. Et elle est à la fois très compréhensible et parfaitement respectable. Je serais volontiers amené à donner droit à cette... Ce n'est pas véritablement une demande, au fond, oui, si, c'est une demande, allons, disons-le. J'y donnerais volontiers droit. Je pense néanmoins, Monsieur le Président, et je crois que vous pourrez me rejoindre sur ce sujet, qu'en la matière, il faut laisser aussi, peut-être pas seulement, mais aussi aux forces de l'ordre et à l'autorité judiciaire qui mène l'enquête, le soin de déterminer si nous sommes dans quelque chose qui est caractérisé et sérieux, et le soin de mener son enquête sans fragiliser, dès lors qu'on est sûr qu'il n'y a pas de menace réelle et sérieuse, sans fragiliser l'enquête qui est en cours. Céline Calvez, vous entendez cette demande de Jean-Luc Mélenchon? Les cibles d'attentats potentiels doivent-elles être prévenues? Alors moi déjà, je voulais juste, ce que j'ai entendu dans sa prise de position, au-delà d'une demande de transparence, c'est deux choses très importantes qu'en tant que parlementaire forcément on entend. C'est une demande, enfin une affirmation de la responsabilité de l'ensemble de la représentation nationale et l'idée d'assumer cette responsabilité jusqu'au bout. Et puis le deuxième message, quand tout le monde s'est levé pour l'applaudir, c'est aussi un message de solidarité dans cette responsabilité. Donc moi, c'est ce que je voulais souligner par rapport à ça, par rapport à sa demande de transparence. Et le Premier ministre le disait bien, c'est que qu'est-ce qu'il faut communiquer dans l'intérêt de l'enquête et dans l'intérêt de la personne qui est visée? Tout est à mesurer. Si je communique cette information de supposé attentat ou danger sur la personne, qu'est-ce qui, dans son comportement, pourrait, un, finalement compromettre sa sécurité et deux, compromettre l'enquête? C'est effectivement à pouvoir mesurer. Qu'on se pose la question pour un parlementaire, pour un citoyen, pour toute autre personne, je pense que priorité d'abord à sa propre sécurité et à l'enquête.
Il faut pouvoir assurer sa propre sécurité, Julien Dive, en étant justement au courant des projets d'attaque qui peuvent concerner le personnel politique notamment. Quand nous nous levons tout à l'heure, c'est l'esprit de la concorde nationale qui s'exprime dans l'Assemblée nationale. Cet esprit de concorde nationale, nous l'avons tous exprimé par le passé, aussi bien entre parlementaires, mais également avec l'ensemble de nos concitoyens. Et c'est la suite d'un contexte post-13 novembre 2015, où chaque citoyen est menacé, à un moment donné, est potentiellement menacé d'un acte malveillant, terroriste, pour le plus extrême. Et qu'on soit parlementaire ou qu'on ne le soit pas, qu'on soit citoyen, chacun a droit à cette sécurité. C'est la première des libertés, on l'entend souvent d'ailleurs dans nos débats, la première des libertés, c'est la sécurité. Très bien. Le tout, c'est de savoir faire confiance aux services de renseignement, aux services de sécurité. Moi, je fais confiance à la police nationale, à la gendarmerie, je fais confiance aux services de sécurité. Vous n'avez donc pas besoin d'être prévenu si cette confiance existe. Je comprends Jean-Luc Mélenchon parce qu'il est désagréable d'apprendre par voie de presse que l'on est cible, et je pense que c'est la même chose pour le ministre Castaner. Il est extrêmement désagréable d'apprendre ça par voie de presse. Il est évident qu'on préférait l'apprendre d'une autre manière. Néanmoins, on ne peut pas non plus tomber dans l'esprit de la panique qui pourrait être généré envers celui ou celle qui sera averti d'être une potentielle cible et qui pourrait peut-être mal réagir, je ne sais comment, mais c'est surtout cela qu'il faut savoir mesurer. Donc on fait confiance aux services de sécurité. Il est évident que la personne concernée doit être informée à un moment donné et qu'il est quand même désagréable de l'apprendre de cette manière. L'autorité judiciaire doit garder cette liberté d'informer aujourd'hui. En tout cas, pour la confiance, si cette liberté, elle doit se faire, on est prêt à l'accorder. Et c'est-à-dire que on va sans doute pas changer notre comportement si on se sent menacé, mais peut-être que si, en fait, aussi. Donc moi, je pense que c'est important de leur laisser cette liberté d'appréciation. Ce qui est dommageable, effectivement, c'est que l'information viennent des médias, alors qu'on préférait qu'elles viennent des autorités. Peu importe finalement le temps. Voilà, on parle du 28 juin, et puis si on l'apprend au mois d'octobre, peut-être qu'effectivement on préférerait l'apprendre autrement que par voie de presse. Et le Sénat vient d'adopter à l'instant de façon définitive, adoption définitive donc de la loi antiterroriste, jusque-là controversée, Julien Dive. C'est une bonne chose, l'adoption de cette loi antiterroriste? Moi je suis un cas à part, je l'ai voté. Je l'ai voté sur les rangs républicains. Vous saluez ce vote du Sénat? Parce que je considère qu'il faut comparer ce qui est comparable, qui est le droit commun avec le droit commun. On ne peut pas comparer l'état d'urgence avec le droit commun. En l'occurrence, là, c'est une évolution du droit commun. On peut regretter certaines dispositions. On a exprimé nos désaccords au cours de l'hémicycle, au cours des débats dans l'hémicycle. Aujourd'hui, le Sénat entérine la chose. Je pense qu'il faut aussi apaiser les choses et maintenant aller dans un esprit, encore une fois, d'unité dans cette sécurité qu'ont droit à chacun de nos concitoyens. L'état d'urgence va pouvoir prendre fin, donc Céline Calves, avec cette adoption définitive. Voilà, effectivement, et on s'était fixé jusqu'au 1er novembre, puisque nous avions prorogé l'état d'urgence jusqu'au 1er novembre, pour pouvoir faire que ce débat se fasse bien. Donc on peut saluer quand ce jour se soit adopté par le Sénat. Allez, tout autre thème, cette fois au cœur des questions au gouvernement. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale est débattu en commission. Et parmi les mesures de ce PLFSS, la hausse de l'allocation adulte handicapé qui sera portée progressivement jusqu'à 900 € d'ici 2020. La députée Nathalie Sarl s'est fait le relais d'inquiétudes d'associations sur l'application à tous les allocataires de cette hausse de l'allocation handicapée. Écoutez la réponse de Sophie Cluzel, la secrétaire d'État chargée des personnes âgées, qui assure des personnes handicapées, qui assure que cette augmentation sera garantie donc pour tous les allocataires. Il s'agit d'une hausse sans précédent de l'AAH que nous mettons en œuvre. Elle viendra porter en 2 ans le revenu minimal social à 900 € par mois. Oui, cette revalorisation est bien un investissement de plus de 2,5 milliards d'euros sur le quinquennat que fait la nation au profit de la participation des personnes en situation de handicap pour leur permettre une vie plus digne, plus libre, en inclusion. Et l'engagement de la simplification aussi est tenu. Nous allons rapprocher, je dis rapprocher, non pas aligner, les règles de calcul de l'allocation pour les couples, trop différentes de celles des autres minima. Plus de 150 000 bénéficiaires en couple vont bénéficier pleinement de la revalorisation.
Cela va représenter pour eux un gain de 180 € par mois. Le niveau de revenu garanti à un couple reste ce faisant strictement préservé et stable à la hauteur de 1 620 € au-dessus du seuil de pauvreté. Céline Calves, est-ce que cela veut dire que tous les allocataires de l'allocation adulte handicapé vont donc pouvoir bénéficier de cette hausse d'ici 2020 ? D'ici 2020, voilà, il va y avoir une hausse progressive, mais comme le disait la ministre, ça représente quand même presque un 13e mois pour ces adultes handicapés qui vont pouvoir toucher. C'est pas seulement la hausse qui est importante à savoir, c'est aussi la simplification qui va pouvoir permettre que cette hausse soit bien répartie. Donc oui, d'ici 2020, la hausse. Il y avait des craintes sur la modification du plafond de ressources. Elles ont été entendues, semble-t-il, par la ministre. Je crois qu'elles ont été entendues par la ministre parce que, et c'était le travail aussi des parlementaires, c'est qu'on a fait remonter ces craintes. Ça a été remonté aussi par la société civile. L'idée, c'est de pouvoir toujours ajuster ce qui est ce qui va pouvoir être le dispositif le plus juste. Ça va avec ajuster. On est obligé à chaque fois aussi de pouvoir trouver la meilleure solution. Et Julien Dive, 900 € par mois fin 2019 pour les adultes handicapés. Ce sera le montant de cette allocation. La France se préoccupe-t-elle assez de la situation de ces personnes handicapées qui sont souvent en situation de grande précarité ou de pauvreté ? Il faut relativiser les effets d'annonce aussi. Moi, je n'accepte pas l'intégralité du budget aujourd'hui tel qu'il est construit, que ce soit le budget général de l'État, que ce soit le budget de financement de la sécurité sociale. Et pour ce cas, la question que vous me posez, aujourd'hui, on crée, on frappe du sceau de l'inégalité de catégories de personnes, puisqu'il y a 230 000 personnes qui sont en couple, allocataires de l'AAH, qui ne seront pas concernées par cette hausse, puisque, en l'occurrence, on indexe la complémentaire sur le revenu du couple. Or, on nous explique, oui, un couple peut faire des économies d'échelle. Oui, très bien, sauf qu'une personne qui est en situation de handicap, qu'elle soit en couple ou pas, elle ne fait pas d'économie d'échelle sur son handicap. Ça, ce n'est pas la réalité des choses. Donc on ne peut pas instaurer ce principe d'inégalité. C'est bien de revoir, revaloriser l'AAH, c'est une chose. Il faut l'individualiser. Bien entendu. C'est moins bien de créer deux types de citoyens, des citoyens qui auraient droit à une revalorisation, d'autres qui n'auraient pas au nom du fait qu'ils sont en couple. C'est là où je trouve qu'il y a une profonde injustice dans cette décision, et j'ajoute que en l'occurrence on parle de 900 €, mais c'est progressif, donc c'est pas immédiat. Et pour ces personnes-là qui sont en couple, parce qu'elles sont en situation d'être en couple, très clairement, elles perdront peut-être pas 1 €, mais elles ne gagneront pas non plus 1 € de plus. Ce sont encore une fois un quart des personnes concernées. Donc il faut relativiser les choses dans ce contexte-là, et ne pas oublier qu'on doit tous tendre avec des décisions qui sont prises vers une société la plus inclusive possible. Céline Calves, pourquoi cette revalorisation finalement est progressive, alors que par exemple la suppression, ou en tout cas la réforme de l'impôt de solidarité sur la fortune, elle, va être effective tout de suite? Alors, c'est deux choses différentes, mais effectivement, pourquoi on a une progressivité? Il peut y avoir un sentiment d'injustice face à ces deux mesures, finalement. En fait, il y a deux mesures, elles ne servent pas les mêmes, elles vont pas forcément dans le... Elles servent le même sens, pardon, excusez-moi, elles servent le même sens, mais quand on donne la priorité à la réforme de l'impôt de solidarité sur la fortune, c'est parce qu'on sait très bien qu'en le transformant et en engageant vraiment les Français à investir dans les capacités de production, ça aura un effet vertueux qui fera qu'on pourra plus redistribuer. Là, quand on peut pas dès demain dire que toutes les personnes adultes handicapées pourront toucher 900 € là au 1er novembre 2017, mais au 1er novembre 2019, c'est parce qu'on aura besoin d'aller chercher des ressources supplémentaires. C'est un problème de trésorerie. Trésorerie, c'est un peu... voilà, après, il y a toujours une histoire de volonté. Mais notre volonté, c'est, pour reprendre l'image de l'accordé, c'est qu'il y a un effet d'entraînement qui nous permettra de faire cette répartition et d'aller aussi au-delà d'une répartition de ceux qui sont touchés actuellement et de pouvoir voir comment pouvoir en faire bénéficier d'autres. Voilà. Mais pour l'instant, il faut qu'on reste dans le progressif et ce qui peut être productif, en fait. D'un mot pour élargir, Julien Dive, sur cette question de l'impôt de solidarité sur la fortune, puisque Céline Calves l'a abordé. Vous, les Républicains,
étiez favorable à la suppression de cet impôt de solidarité sur la fortune. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, vous empêche de soutenir cette réforme? C'est pas un empêchement de soutenir la réforme ou pas. Aujourd'hui, c'est que la réforme est constituée de façon à ne pas donner les moyens à celui qui effectivement serait plus frappé de cet impôt de cet ISF, ne serait plus frappé par cet ISF, de réinvestir dans l'économie. Aujourd'hui, il n'y a pas les moyens de coercition qui l'y forcent. Rien ne nous dit qu'il n'investira peut-être pas à l'étranger, rien ne nous dit qu'il n'épargnera peut-être pas à l'étranger. On n'a pas ce moyen de coercition. C'est là où il faut apporter des éléments complémentaires. C'est tout l'intérêt d'ailleurs d'une opposition. Une opposition est là pour faire émerger un certain nombre d'idées que la majorité doit savoir entendre parfois et dans un esprit constructif les associer à sa réflexion. En tout cas, c'est le message que je passe. Et pour la question, vous parliez tout à l'heure juste avant de la hache, j'aimerais revenir sur ce point-là, parce que la question qui au fond, c'est les personnes qui sont aussi les plus fragiles, les personnes qui sont bénéficiaires d'une pension d'invalidité. Elles vont être frappées, encore une fois, d'une baisse du pouvoir d'achat, puisque la CSG va prendre 1 point de plus pour ceux qui sont au-delà de 1 200 € par mois, 1,5 point de plus. Et la question des aidants aussi se pose dans ce cas-là. Parce qu'un aidant qui intervient pour accompagner ou une personne en situation de handicap, ou une personne âgée qui a peut-être de lourdes difficultés, lui aussi est frappé par cette hausse de la CSG d'1,5 point. Donc vous voyez, on touche malheureusement dans ce budget, je disais, je n'accepte pas la façon dont il est construit, on touche au pouvoir d'achat des plus fragiles. C'est pas des plus fragiles. Je suis désolée. Si on doit parler de la CSG, parlons de la CSG. Moi, je voudrais juste replacer dans le sens de cette réforme. Pourquoi il y a une hausse de CSG? C'est parce qu'on a décidé qu'on allait supprimer les cotisations maladie et chômage qui pèsent uniquement sur ceux qui travaillent. On veut revaloriser le travail, on supprime ces cotisations et pour autant, les risques qui étaient couverts par ces cotisations, ils existent toujours. Donc, on va élargir l'assiette et c'est tout l'intérêt de la CSG. Je suis désolée, la CSG, la hausse, elle va toucher l'ensemble des personnes. Et quand on dit que ça touche uniquement les plus fragiles, je ne suis pas d'accord. Mais bien sûr que si. À moins de 1 500 €, vous ne considérez pas qu'on est fragile. À moins de 1 200 €, on est fragile. Mais en fait, pas que la hausse de la CSG va toucher l'ensemble. On répartit sur l'ensemble de la population. Oui, mais vous ne pouvez pas avoir une vision macronique, en l'occurrence, permettez-moi ce jeu de mots. Et au contraire, il faut regarder dans le détail. Et ben dans le détail, justement, c'est de pouvoir se dire que la CSG ne touche pas à ceux qui sont les plus de 65 ans en dessous de 1 400 €. Parce qu'on a parlé de 1 200 € tout le temps, mais le président l'a redit. Non, mais le président dit des choses, mais le Parlement est là et il y a les séparations des pouvoirs. Le Parlement est là pour voter, amender. Le Parlement est en train de travailler sur la CSG en commission, il y a la séance publique, etc. Et le projet pourra donc être amendé sur la CSG en séance publique ? Pourquoi pas? À voir donc, à suivre les débats. Ouais. Alors il en est une autre mesure qui est controversée, c'est la baisse des APL, ces aides au logement. Le député Les Constructifs Guy Bricout a interpellé le gouvernement sur cette baisse de 5 € des APL. Jacques Mézard, le ministre de la Cohésion des Territoires, lui a répondu que cette baisse serait compensée. On l'écoute. Ce que nous voulons, c'est créer avec les acteurs un modèle nouveau, performant. Et tous les efforts qui sont demandés pour aboutir à une baisse de loyer, je vous le dis formellement, seront compensés par des moyens supplémentaires apportés par l'État. Le gouvernement, en apportant ces moyens, a proposé, et ça a été l'objet d'un courrier officiel du Premier ministre, la stabilisation durable du livret A, la mise en place d'une enveloppe de prêts de 4 milliards d'euros à taux fixe, la mise en place de 2 milliards de prêts de haut de bilan, 600 millions de prêts à taux réduit pour financer la rénovation énergétique. Et vous savez, en matière de charges, qu'il est important, au niveau de la fixation du forfait, de tenir compte des travaux de rénovation énergétique. Nous allons dans ce sens. Oui, je vous le dis, le dialogue continue et nous allons arriver à moderniser ce secteur. Céline Calvez, vous avez défendu un budget de hausse du pouvoir d'achat et pourtant cette décision ne va pas dans ce sens. Pourquoi baisser les APL de 5 €? Alors, on était sur l'exercice budgétaire 2017. Il y a un moment où on se retrouve avec ce trou
en fait, et comment on le comble, on décide de pouvoir le faire à 5 euros. Mais là où je veux en venir plutôt, c'est sur plutôt demain. Quand on parle de modernisation, Monsieur Mézard finit son propos sur la modernisation du secteur. Moi, je voudrais faire un parallèle entre la modernisation, quand on parle de rénovation énergétique, qui demande de l'investissement, qui va être aussi productif et qui va apporter de la valeur. La modernisation, elle peut être aussi dans les structures. On parle d'une grande diversité de l'ensemble des offices. La question doit se poser de une possibilité de le moderniser. Alors moderniser, ça veut dire quoi? C'est en tout cas de faire le diagnostic de ce qui marche pas, et de pouvoir réinventer une façon vertueuse de faire du logement la priorité. Julien Dive, le logement est-il une priorité ou est-il sacrifié aujourd'hui dans ce budget, dans ces programmes du gouvernement? Ce qui est sacrifié, c'est le pouvoir d'achat des Français. Madame Calvez a une de ses collègues qui dit que les Français vont pas pleurer pour 5 euros de moins. Mais je suis désolé, je me demande dans quel monde elle vit, puisque 5 euros pour certains de nos concitoyens, c'est énorme, c'est important. La réalité, c'est que la baisse de l'APL de 5 euros est aussi plus large, puisque c'est 50-60 euros pour les locataires en logements sociaux. Et pour ces personnes-là, on nous dit, bien, les OPH vont baisser à leur tour le loyer de 50-60 euros, ce qui représente une perte de 2 milliards d'euros en moyenne pour certains, 2 millions d'euros pardon, en moyenne pour certains OPH, ce qui signe l'arrêt de mort de certains OPH, certains offices publics de l'habitat, qui ne feront pas ces rénovations urbaines, donc impact environnemental important, qui ne feront pas travailler les entreprises du bâtiment, donc l'État se prive aussi d'ailleurs d'une certaine rentrée d'IS, d'une certaine rentrée de TVA, et en même temps va devoir compenser les emplois qui seront cassés du fait de ces entreprises qui ne pourront pas travailler. Donc très clairement, il faut avoir une politique peut-être plus structurelle, beaucoup plus analytique qu'une politique simplement comptable. Et ce sera le mot de la fin. Merci à vous, Julien Dive, Céline Calvez. Merci d'avoir participé à ce débat. C'est la fin du débrief. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles séances de questions au gouvernement. Très belle soirée à tous sur les chaînes parlementaires.